Maroc. 3 minutes. Monsieur le Président, ma délégation déplore l'acharnement d'un petit groupe hostile visant continuellement à l'instigation de la délégation algérienne à vouloir instrumentaliser et exploiter les travaux du Conseil en s'attaquant à l'intégrité territoriale de mon pays sans respect aucun de l'agenda des travaux du Conseil et par conséquent de la sérénité de nos débats. Le représentant algérien mandate un groupe isolé pour donner l'impression d'un quelconque écho à la thèse de son régime, nul et non avenu et n'ayant aucun lien avec la réalité. Si la délégation algérienne était effectivement attachée au respect des droits de l'homme, elle devrait s'interroger sur les interpellations multiformes et nombreuses dont fait l'objet le pouvoir algérien du fait de violations massives qui se produisent dans le pays et dont sont victimes les opposants, les magistrats, les journalistes, les représentants de la société civile et plus globalement l'ensemble de la société algérienne soumise à un autoritarisme de nature militaire et sans borne. Le délégué algérien devrait aussi s'interroger sur les violations parfois sans équivalent qui se produisent dans les pays qui signent avec lui la déclaration hostile à mon pays, encore une fois, portant des accusations mensongères, non fondées et politiquement motivées. Aux antipodes de ce comportement, je souhaite rappeler que le Royaume du Maroc, pays de dialogue, faisant toujours prévaloir la concorde, la négociation, le compromis et étant toujours tourné vers le futur, s'est exprimé magistralement le 30 juillet dernier à travers le discours du trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI, lors duquel Sa Majesté a réitéré la main tendue à l'Algérie pour trouver un compromis réaliste. Sa Majesté souligne en même temps que le Maroc n'a et n'aura aucune attention agressive ou véhémente à l'égard de nos voisins algériens. Le comportement du régime algérien, malheureusement, va dans le sens contraire, souhaitant maintenir la tension dans notre région du Maghreb, agissant sans réserve en facteur de division, comme l'ont prouvé les démarches, initiatives et déclarations les plus souvent irréfléchies et insensées, exprimant uniquement une hostilité, voire une haine absurde, mais qui sont aujourd'hui relevées avec perspicacité dans toutes les instances internationales, y compris au sein des Nations Unies. Les Nations Unies, d'ailleurs, prennent note de la très grande adhésion de la communauté internationale à l'intégrité territoriale de mon pays et à son initiative d'autonomie, d'essence démocratique, vouée à mettre un terme définitif aux différends artificiels sur le Sahara. Enfin, il m'importe, Monsieur le Président, de rappeler à ce petit groupe hostile, y compris au régime algérien, que le droit à l'autodétermination a comme corollaire intangible et inattaquable le droit à l'intégrité territoriale. Le droit à l'autodétermination n'ayant jamais signifié le droit au séparatisme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La délégation du Maroc se perd encore une fois dans les embouteillages du bavardage et nous livre à la faveur d'une prestation de propagande un récit historique qu'elle a écrit et validé seule, sur un ton mielleux, faussement apaisant et grossièrement trompeur. Le Royaume du Maroc tente depuis 4 décennies d'endormir la vigilance de la communauté internationale, y compris par des procédés corrupteurs, dont nous avons eu quelques extraits ce matin avec de supposées ONG qui habitent à l'hôtel Wilson, y organisent des side events et, cerise sur le gâteau, offrent un cocktail dînatoire. On sait qui paiera la facture. Il s'agit d'une conduite qui affaiblit les buts et les principes de la charte, la noblesse du mandat de notre Conseil et de ses acteurs, la pertinence de ses objectifs. En somme, elle est déshonorante pour son auteur et pour ceux qui préfèrent des arrangements avec le droit que son intégrale application. On se prétend, comme elle vient de le faire, à un semble rôle de raconteur et de vague explicateur. La délégation du Maroc cherche à faire d'un passé douteux, construit sur d'approximatives légendes dont elle est seule à croire, un projet qui nie les identités, affaiblit les références, avec des prétentions et des rêves de grandeur derrière lesquels le Maroc n'a de cesse de fantasmer, et comble du comble qu'il a transcrit dans ses livres d'école, en parlant de frontières authentiques, un concept inconnu de la géographie politique et qui donne de la résonance au dicton qui dit que lorsque l'on n'a pas d'histoire, seule la fiction peut remplir le vide. Monsieur le Président, le Maroc ne peut donc se réaliser que dans l'agression, l'expansion et la surenchère contre-productive. Le conflit international dont sont saisies les Nations Unies depuis 1964 et son organe principal, le Conseil de sécurité, oppose le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Et quel que soit l'angle d'examen, il s'agit avant tout d'un conflit entre deux parties aux conventions de Genève et également membres de l'Union africaine, dont le traité constitutif
a été ratifié par la plus haute autorité du Maroc et publié au journal officiel du Royaume, attestant ainsi de sa reconnaissance de la République sahraoui. Quant aux supposées réalisations dont se vante la délégation du Royaume, comment elle peut expliquer son classement cette dernière décennie derrière des pays qui connaissent des crises, des conflits et des guerres? Je vous remercie. Demander un deuxième droit de réponse pour 2 minutes. Face au mensonge véhiculé par les représentants du régime algérien, les vérités doivent être rétablies. Comment l'Algérie, qui se déhôte des camps de réfugiés, ne reconnaît à personne retenu contre leur gré? Là-bas, aucun de leurs droits garantis par les conventions internationales et en particulier privés de leur droit de mouvement et de retour librement consenti à la mère patrie. Comment expliquer au monde que ce camp dit de réfugiés est complètement et lourdement militarisé, les civils étant entourés par des individus lourdement armés, que les enfants sont endoctrinés, entraînés et intégrés aux milices armées? Il s'agit d'un crime contre l'humanité en vertu du droit international. Pourquoi ce pays s'oppose ouvertement à la mise en œuvre des dispositions de la résolution 2602 du Conseil de sécurité qui appelle l'Algérie à endosser pleinement ses responsabilités dans la résolution du différend artificiel portant sur le Sahara? Dans son élan d'hostilité, le représentant de l'Algérie tente continuellement de faire référence à la défense du principe de l'autodétermination. Seulement, je lui rappelle que ce principe fondamental que le Royaume du Maroc a toujours défendu a été pensé et conçu dès l'origine de manière corrélativement liée à la préservation de l'intégrité territoriale, conformément à la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies. Aussi, il est fondamental de relever les contradictions du régime algérien et ses interprétations multiples du droit à l'autodétermination pour des motifs inavoués, et cela en fonction des contextes. Le représentant de l'Algérie ne peut omettre qu'un de ses anciens présidents avait proposé officiellement aux représentants des Nations unies la partition, la division des provinces du sud du Maroc. Qu'est-il donc advenu du droit à l'autodétermination en l'occurrence? Monsieur le vice-président, je porte ces questions aux représentants de l'Algérie, espérant qu'il les soumettra aux autorités, car la communauté internationale est en droit d'avoir des réponses claires et nettes sur l'ensemble de ces questions pour que nous puissions avancer, résoudre ce conflit artificiel du Sahara qui n'a, je le répète ici encore une fois. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.